Les barbaries aussi sont multiples et à chaque type de civilisation correspond aussi un type de barbarie. S'interdire d'expliquer, c'est rentrer dans une démarche qui est elle-même religieuse. Cette guerre que mène Israël, avec la complicité, et une complicité qui est devenue un peu une gêne, il faut dire, du côté occidental, en particulier avec la participation directe des États-Unis. C'est un tournant de l'histoire mondiale. C'est la fin de toute cette prétention idéologique. Je crois qu'elle est morte à jamais. Il n'y a plus aucune crédibilité à la prétention occidentale devant cet énorme deux poids, deux mesures qu'a été cette juxtaposition de l'Ukraine et de Gaza. Comme on disait souvent que le terrorisme est l'arme du faible, oui, enfin, ça ne veut pas dire que le fort n'est pas terroriste. Le fort est terroriste, mais on n'appelle pas ça terrorisme. Le royaume saoudien verse des larmes de crocodile sur ce qui se passe à Gaza, mais c'est de l'hypocrisie pure. Ce qui se passe à Gaza est en train d'aggraver considérablement la colère dans cette partie du monde qui est alimentée par une situation socio-économique en détérioration permanente. Et tout cela va exploser et aboutir à de nouvelles tragédies qui, n'est-ce pas, débordent en permanence de la région vers l'Europe et parfois vers les États-Unis. Gilles Berachkar, bonjour. Bonjour Olivier Berruyer. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes professeur en études du développement et relations internationales, actuellement à l'Université de Londres. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le choc des barbaries, terrorisme et désordre mondial, La poudrière du Moyen-Orient, que vous avez coécrit avec Noam Chomsky, et vous préparez un ouvrage sur Gaza qui sortira en 2025 aux éditions La Dispute. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on développe votre vision de la civilisation, qui est au cœur de votre analyse des tensions que l'on retrouve partout dans le monde, et tout particulièrement depuis quelques années. Pour vous, il y aurait bien un processus de civilisation qui serait à l'œuvre, mais qui porterait aussi en lui une potentialité de barbarie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, le processus civilisation, c'est pas une idée que j'ai inventée, Oui, c'est une bien sûr. idée connue d'un sociologue allemand qui est Norbert Elias, qui décrit un peu cette civilisation au sens, si vous voulez, quand vous dites soyons civilisés, par exemple. Bon, ça veut dire que c'est un peu poser le contraste avec la loi de la jungle, si vous voulez, hein, c'est-à-dire des rapports qui sont des rapports organisés. Et puis, il y a, au cours de l'histoire, effectivement, un procès de civilisation des mœurs, hein, comme on l'appelle. Et ce procès contient toujours en lui-même sa propre négation. Et dans des périodes de crise et de tension, bon, là, vous pouvez avoir des plongées dans la barbarie, qui est un peu l'antithèse de cette civilisation dans ce sens-là, et qui, comme les civilisations au pluriel sont multiples, les barbaries aussi sont multiples. Et à chaque type de civilisation correspond aussi un type de barbarie qui dépend par exemple, du type de civilisation dont il s'agit, de tous les points de vue, culturels, technologiques, économiques, etc. Oui, c'est ça. C'est pour vous, la civilisation n'entraîne pas forcément la disparition de la barbarie, en fait. Ah non, absolument pas. Précisément, dans un processus, hein, c'est la notion même de processus, vous pouvez avoir des rechutes, des retombées ou des crises. Et effectivement, il y a tout le temps cette dialectique, pour utiliser un terme qui peut sembler un peu difficile, mais qui veut simplement indiquer qu'il y a une contradiction qui est inhérente au processus et qui le fait avancer, mais qui peut aussi le faire reculer.
Samuel Huntington avait avancé son idée du choc des civilisations, qui a beaucoup été discuté, analysé, combattu, soutenu dans le cadre des discussions sur les relations internationales. Vous parlez plutôt d'un choc des barbaries. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, ben précisément, si on part de cette définition classique de ce que veut dire la civilisation à l'origine, parce que civilisation au pluriel, ça renvoie à des cultures différentes, mais le terme civilisation, dans son étymologie, dans son origine, est plutôt une indication de ce processus de civilisation. Et que donc, je veux dire, un choc des civilisations est un peu un contresens, hein, parce que la civilisation, c'est ce qui permet précisément d'éviter les chocs, ou en tout cas d'arrondir les angles dans les rapports humains au point d'amoindrir le risque de choc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une méprise totale que d'appeler ce qui s'est passé, par exemple, à partir du 11 septembre, qui est quand j'ai écrit cet ouvrage, un choc des civilisations. Parce que ni l'Amérique de George Bush et ses méthodes au Moyen-Orient, en Irak et ailleurs, hein, bon, comme on l'a vu après, mais c'est précédé par Bush père, la guerre d'Irak 91, l'embargo sur l'Irak, qui est un embargo qui a fait des milliers de morts par manque de moyens sanitaires et autres, notamment pour les enfants. Bon, ça, c'est un type de barbarie. Et de l'autre côté, Ben Laden ne représente pas une civilisation islamique ou quoi que ce soit. Là aussi, c'est une sorte de rejeton barbare de tout cela. Et que donc, ce à quoi on a assisté était un choc des barbaries, ou ce à quoi on assiste hein, peut être qualifié de choc des barbaries, avec quand même une précision importante, c'est qu'il y a une barbarie majeure et une barbarie mineure. Il y a une barbarie majeure qui est responsable parce qu'elle est majeure, parce qu'elle est beaucoup plus forte, et puis il y a une barbarie mineure qui est souvent réactive. Hein, ce n'est pas pour justifier ce qu'elle peut faire, mais c'est pour expliquer que la responsabilité première incombe eh bien, au plus fort. J'en profite pour rappeler que Lucide, c'est aussi un média sur Internet. Et toutes les semaines, on vous propose des synthèses d'ouvrages de façon à ce que vous puissiez eh bien, augmenter vos connaissances, découvrir des livres que vous n'avez pas encore lus. Et si vous le souhaitez, comme on parlait justement de Huntington et de son livre sur le choc des civilisations, eh bien, on vous met en description le lien vers cette fiche pour que vous puissiez découvrir ce livre. Alors, pour élargir justement le propos, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous analysez justement la politique étrangère occidentale? Alors, la politique étrangère occidentale, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Occident homogène. Hein. C'est bon, des façons de parler, mais quand on dit l'Occident en général, on pense aux États-Unis. Bien sûr. Bon, dans tous les cas de figure, on a des États-Unis qui se sont imposés depuis la Deuxième Guerre mondiale en particulier, comme eh bien, la première puissance mondiale. Même une superpuissance devenue, pour reprendre le mot d'Hubert Védrine, après la fin de la guerre froide, une hyperpuissance. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, dans les années 90, on était dans ce qu'un commentateur américain avait appelé le moment unipolaire. Mais ce commentateur avait eu l'intuition juste de comprendre que c'était un moment et non pas une donnée permanente dorénavant. Et donc, bon, les États-Unis se sont comportés avec énormément d'arrogance. Il y a dans la politique des États-Unis, depuis le temps de la guerre froide, il y a beaucoup plus d'arrogance et de volonté hégémonique que de désir vraiment de pacifier les relations internationales. Alors là aussi, vous pouvez avoir des changements. Par exemple, Franklin Roosevelt avait quand même exprimé une vision
y compris qui s'est traduit par n'est-ce pas, dans la création de l'ONU. La charte de l'ONU est un document très progressiste, même par rapport à aujourd'hui, hein. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui en a résulté en 1948, est également un texte qui reste un texte très progressiste. Donc c'est pour dire que il pouvait y avoir des visions eh bien, très différentes, même à partir des États-Unis, à partir avec une compréhension différente de ce qui peut être l'intérêt profond de ce pays et du reste de l'humanité, en comprenant que ça ne devrait pas être séparable. Et puis, il y a les politiques qui ont prévalu, qui sont des politiques eh bien, ethnocentriques, des politiques de puissance, d'hégémonie, eh bien, au détriment du reste du monde. Et l'Europe, dans ce contexte, le reste de cet Occident et le Japon sont à la remorque. Ils ont montré plus d'une fois leur incapacité à produire une politique différente et réellement autonome. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. J'aimerais revenir sur une petite remarque que vous avez fait rapidement tout à l'heure, mais qui me semble intéressant de creuser. Pour certaines personnes, il semble qu'essayer de comprendre les causes du terrorisme, comme l'injustice ou l'impérialisme occidental, ça équivaut finalement à une espèce de justification du meurtre de masse, voire à un soutien. On se rappelle des propos de Manuel Valls en 2016, qui disait qu'expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Finalement, comme si c'était inconcevable qu'une barbarie puisse en engendrer une autre. Qui serait évidemment tout autant condamnable. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce mode de pensée là? S'interdire d'expliquer, c'est rentrer dans une démarche qui est elle-même religieuse, hein. C'est traiter les choses sur le plan d'un rejet éthique, n'est-ce pas? Les condamner et ne pas pouvoir tirer les leçons et les conclusions, d'ailleurs, qui s'imposent du phénomène analysé. Et non, il est indispensable de comprendre, d'expliquer si l'on veut, n'est-ce pas, améliorer les choses, hein, si l'on veut changer le monde, à moins qu'on considère que tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui est très loin d'être le cas, surtout de nos jours. C'est plutôt effrayant hein, comme horizon, très sombre. Eh bien, il faut pouvoir comprendre. Et ça ne signifie en rien justifier l'injustifiable, n'est-ce pas? Moi, je ne saurais justifier le meurtre d'enfants, par exemple, ou le meurtre de personnes non combattantes, je dirais. C'est quelque chose qui est répréhensible du point de vue moral. Bon, mais il faut comprendre d'où vient la violence dont on parle, et surtout, ne pas faire l'impasse sur la violence souvent beaucoup plus grande, beaucoup plus massive, qui engendre cette violence, hein. Donc, si je regarde seulement eh bien, la violence dite terroriste et que je me tais sur le terrorisme étatique, parce que tuer des civils, tuer des enfants et tout, eh bien, il n'y a pas que les groupes non étatiques terroristes qui le font, n'est-ce pas? Les États, certains États qui pratiquent le terrorisme de masse le font à une échelle beaucoup plus grande. Et voilà, donc il faut garder un sens des proportions, il faut garder un sens de l'objectivité, n'est-ce pas? Et essayer de comprendre ce qui se passe pour tirer les leçons. Dans votre ouvrage aussi, il y a deux notions que j'ai trouvées intéressantes, qui ne sont pas très connues, donc c'est l'occasion d'y revenir. C'est d'une part le paradoxe de la démocratie, qui était mis en avant par Huntington, et d'autre, vous parlez aussi, en tout cas vous citez l'expression le dédoublement de la personnalité présidentielle américaine. Vous pouvez nous expliquer un peu ces deux notions-là? Le paradoxe de la démocratie, ça c'est une formule de Huntington, précisément, de son livre, qui
qui expliquait que, eh bien, au Moyen-Orient, enfin, dans cette partie du monde-là, il y a un paradoxe démocratique qui fait que la démocratie peut engendrer des majorités hostiles à l'Occident, n'est-ce pas? Alors, lui, il trouve ça paradoxal. Bon, évidemment, pour trouver ça paradoxal, il faut penser que l'Occident est le parangon de la démocratie, et de la démocratie bien comprise. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait reconnaître le fait que, sur le plan populaire, eh bien, l'Occident est mal perçu. Et pour cause, hein, notamment à cause du rôle que joue l'État d'Israël dans la région, du rôle que jouent les États-Unis par rapport à l'État d'Israël, du rôle que jouent les États-Unis par rapport à plusieurs régimes despotiques dans cette partie du monde, notamment en ce qui concerne eh bien, les monarchies pétrolières. Donc, appeler paradoxe le fait que les gens soient hostiles à cet Occident-là est une absurdité. Hein. Alors là aussi, bon, ça fait partie d'une pensée qui est incapable, n'est-ce pas, de critiquer son propre camp, et qui donc voit les choses en noir et blanc, comme on dit, et qui croit que toutes les vertus sont de son côté, et que de l'autre côté, eh bien, il y a des formes perverses. Donc ça ne va pas loin. Bah, enfin, le livre, le choc des civilisations, bon, il y a peu de gens, je veux dire, dans le monde intellectuel qui considèrent que c'est un ouvrage important du point de vue de l'analyse. C'est un ouvrage important sur le plan politique. C'est comme l'équivalent d'un pamphlet politique. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui marque une certaine période et dont le succès même, n'est-ce pas, est révélateur. On peut dire la même chose d'un certain nombre de best-sellers politiques. Avant le choc de civilisation, il y avait La fin de l'histoire. Bon, ça aussi, c'est la même chose. C'est un esprit du temps, parfois, qui est exprimé par un ouvrage, qui peut être complètement à côté de la plaque sur le plan de l'analyse fondamentale, mais qui a bien ce privilège d'exprimer cet esprit du temps, et c'est ce qui fait un best-seller. Et pour les dédoublements de la personnalité présidentielle américaine, cette espèce de double discours? Oui, bah ce double discours, il est permanent, parce qu'il y a les valeurs. Alors, les États-Unis sont censés être les grands défenseurs des droits humains, de la liberté, hein, bon, et autres notions de ce type. Moins aujourd'hui avec Trump. Trump n'a même pas cette prétention. Hein. C'est la différence avec Trump. Il n'y a plus cette prétention libérale qui était au cœur de l'idéologie des États-Unis. Mais donc il y a cette prétention d'une part, et puis d'autre part, il y a un discours presque sordide, réaliste, sur les intérêts. Et j'ai dit ça à l'occasion de l'analyse d'un discours en particulier dans cet ouvrage, qui avec une énorme ironie de l'histoire, a été prononcé un 11 septembre. Mais ce n'était pas 11 septembre 2001, c'était quelques années auparavant, 11 septembre 1990. Et ce n'était pas George Bush, celui de 2001, mais George Bush le père. Et c'est un discours très connu, puisque c'est un discours qui proclame un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial dans lequel, eh bien, le droit international va régner, ça sera eh bien les pauvres et les plus faibles qui auront voix au chapitre, et tout va changer. Bon, en même temps, dans le même discours, il explique que les intérêts des États-Unis impliquent leur entrée en guerre, notamment contre l'Irak. C'était la justification de cette guerre d'Irak au nom du droit international. C'était le moment où les États-Unis ont prétendu renouer avec le droit international, ayant obtenu l'aval du Conseil de sécurité pour leur guerre en Irak. Ça va très vite être oublié. Dans votre ouvrage aussi, vous parlez du cosmopolitan bourgeois, way of life. Qu'est-ce que c'est et quel rôle est-ce que ça joue dans la déconnexion des élites occidentales? Oui, ça aussi, c'était des commentaires sur
sur eh bien, certains... je veux dire, là, je me référais à un commentateur américain, très connu d'ailleurs, Thomas Friedman, pour ne pas le nommer, qui expliquait que enfin, tout ce qu'il avait fait dans sa journée, hein, une journée de membres bon, de l'élite sociale, si vous voulez, aux États-Unis, et qui bien se moquait un peu de Ben Laden dans sa cave. Bon, alors j'avais commenté sur le fait que probablement que les conditions de vie de Ben Laden dans sa cave disent plus à beaucoup plus de gens que les conditions de vie de ce personnage. Donc c'est un peu ça, cette sorte de vision d'un certain cosmopolitisme. J'ai rien contre le cosmopolitisme en soi, mais le cosmopolitisme d'une élite sociale qui, eh bien, qui croit que ses propres visions, ses propres valeurs sont universelles. Pour vous, d'ailleurs, la mondialisation médiatique du 11 septembre, mais finalement, comme d'autres attentats plus tard aussi, a rendu difficile toute réflexion critique. Pourquoi ? Ben, le 11 septembre, bon, on pourra faire le lien aussi avec le 7 octobre, hein, les attentats du Hamas. Et la médiatisation, bien sûr. Oui, mais il y a aussi, enfin beaucoup, ce que j'ai appelé la compassion narcissique. C'est-à-dire, c'est cette compassion que vous éprouvez à l'égard de vos semblables, mais pas à l'égard de ceux qui ne vous ressemblent pas. Voilà. Et alors, bon, c'était frappant le 11 septembre. Le Monde avait titré « Nous sommes tous Américains ». Bon, c'était un attentat bon, assez abominable, tuer comme ça d'un coup quelques milliers de personnes, 3000 personnes environ. Mais enfin, je veux dire, vous avez tellement de massacres beaucoup plus grands que ça. Moi, je n'ai pas vu des « nous sommes tous rwandais », « nous sommes tous congolais », gazaouis. Voilà, donc c'est ça la compassion narcissique. Je m'identifie avec ce public-là parce qu'il me ressemble. Mais je ne m'identifie pas avec l'Afrique noire parce que je ne les vois pas comme des semblables. C'est ça, c'est cette logique-là que je critique, que je récuse. Et donc, vous pouvez voir comment ça joue. Par exemple, si l'on peut parler un peu du 7 octobre là, dans ce contexte. Mais, on va y revenir en détail. Hein, oui, mais je veux dire, là, cette façon de montrer en boucle, comme les attentats du 11 septembre avaient été vraiment montrés en boucle dans les médias, là aussi de montrer en boucle, et surtout la rave party, n'est-ce pas, cette fête de jeunes, mais c'était aussi une façon comment dire, de susciter l'émotion du côté occidental. Et il y a eu tout de suite cette identification. Par exemple, dans un pays comme la France, on fait tout de suite le lien avec le Bataclan, n'est-ce pas? Et par la barbarie comme ça. Voilà. Et donc, ça induit une identification avec les Israéliens qui n'existera pas, il n'existera jamais, pour les Gazaouis. Hein? Voilà. Et donc, là aussi, cette compassion narcissique, c'est également quelque chose qui, eh bien, sur le plan de la morale, est très déficient. Hein. L'humanité véritable, c'est la compassion pour le genre humain, quelle que soit eh bien, sa couleur ou... Si je reviens sur la gestion des relations internationales, pour vous, elle est tiraillée entre les visions des philosophes Hobbes et Locke. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ceci? Oui, ben, si vous voulez, c'est un peu l'opposition entre loi de la jungle et l'état de droit, si vous voulez. Eh bien, Hobbes, c'est l'idée d'un pouvoir qui s'impose pour empêcher cette loi de la jungle de prévaloir, mais qui est un pouvoir despotique, donc qui est un pouvoir absolu.
Alors que chez Locke, il y a l'idée de la possibilité du contrat, d'un contrat social plus égalitaire, hein, qui n'est pas celui de l'abdication de la souveraineté et de la liberté de chacun au profit du pouvoir central, mais celle d'un contrat entre individus qui gardent leur liberté et leur souveraineté et s'accordent sur le mode de fonctionnement, si vous voulez, hein, sur un état de droit, si vous voulez, sur des règles. C'est ça l'état de droit, c'est quand vous avez vraiment des règles qui régissent. Bon. Et donc, du point de vue des États-Unis en particulier aussi, dans les visions des choses, on peut voir ce contraste entre ces deux visions. Donc, j'avais signalé Roosevelt qui est un peu cette vision d'un monde de l'après-guerre. Malheureusement, il est mort et son successeur représentait l'aile droite du Parti démocrate et on est rentré en plein dans la guerre froide. Mais il y avait cette idée d'une pacification des relations internationales sur la base, véritablement, sur une base de règles, si vous voulez, d'un droit international. Et bon, évidemment, tout cela a été balayé par la guerre froide, les tensions, puis les guerres à répétition, la Corée, qui est une guerre abominable. Hein, on sait peu de choses, les gens ne sont pas vraiment éduqués sur ce qui s'est passé en Corée. Et le Vietnam, bon, ça c'est plus connu parce que c'est plus récent, et déjà les médias fonctionnaient déjà différemment au moment du Vietnam par rapport à la guerre de Corée. Compte tenu de la vision que les Américains ont d'eux-mêmes, à grands coups de destinée manifeste ou de nation indispensable, hein, qui reviennent parfois dans les discours des présidents américains, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont pouvoir accepter de ne plus faire la loi sur la planète, accepter de sortir de ce moment unipolaire, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'ils ont envie qu'il dure très longtemps, le moment, alors qu'on voit très bien qu'il touche à son terme? Le moment unipolaire, il est terminé depuis longtemps. Hein. On est rentré dans ce que j'ai appelé, mon dernier ouvrage paru est sur cette question, la nouvelle guerre froide, c'est paru en 2023. Et on est rentré dans cette nouvelle guerre froide avec le siècle, avec le 21e siècle. Et le moment charnière, c'est la guerre du Kosovo, qui est le moment où les États-Unis renient cet engagement de Bush père de s'en tenir au droit international. Selon le droit international, les seules guerres légitimes sont des guerres qui sont décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU, à part les situations de légitime défense. Bien. Or, la guerre du Kosovo s'est faite en contournant le Conseil de sécurité, et ce n'est pas du tout un cas de légitime défense. Donc on est là dans l'illégalité par rapport au droit international. Évidemment, l'invasion de l'Irak en 2003 sera encore plus dans cette illégalité, enfin de manière encore plus flagrante. Et donc on est rentré dans cette nouvelle guerre froide, avec des États-Unis qui ostracisent et la Chine et la Russie, à dessein, hein, je dirais, pour en même temps essayer de renforcer leur hégémonie sur leurs alliés traditionnels, les alliés du temps de la guerre froide. Et donc, bon, on a une reconfiguration et une réémergence de la Russie qui se reconstruit grâce au pétrole en particulier, grâce au pétrole et au gaz, à ces ressources en hydrocarbures qui arrivent à se reconstruire comme puissance impériale. Et puis il y a la montée de la Chine, une montée continue de la Chine, qui est une croissance économique tout à fait spectaculaire. Et bon, tout cela change la configuration du monde. Puis il y a d'autres États émergents, d'autres puissances émergentes, l'Inde en particulier. Donc tout cela fait que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est plus ce monde de la bipolarité. Vous aviez juste deux empires, l'empire soviétique et l'empire américain, et encore moins le moment unipolaire, c'est la décennie des années 90, où il n'y avait plus que l'hyperpuissance, entre guillemets, en lice. Comme vous avez travaillé sur ce sujet également, comment est-ce que vous analysez le phénomène de l'intégrisme islamique dont on parle souvent? D'abord, bon, l'intégrisme islamique se situe dans une montée
généralisée des intégrismes. À partir, en gros, des années 70-80, surtout. Bon, enfin, pour moi, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, si tout cela se fait en même temps que le démantèlement néolibéral des acquis sociaux des décennies précédentes. Les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale étaient des décennies réformistes et assez progressistes de ce point de vue-là, dans le sens de l'accumulation d'acquis sociaux. Et on a une régression spectaculaire par rapport à tout cela qui se fait à partir de la fin des années 70, des années 80, et qui va aboutir à un monde qui, sur le plan social, sur le plan économique, va être beaucoup plus débridé que ce qui existait auparavant. Et donc ça, c'est un facteur qui favorise la recherche d'accrochage identitaire et parfois d'affirmation identitaire forte, ou alors le repli dans des pensées qui permettent d'interpréter ce qui se passe de façon mobilisatrice. Hein. Bon. Et donc, on a vu une montée des intégrismes. Hein. Ça a été appelé le retour du religieux. Bon, vous voyez dans la religion chrétienne, musulmane, juive, du côté hindouiste. Vous voyez cette montée-là. Et dans les pays arabes, en termes sociologiques, ça se développe où d'abord? Au niveau du peuple, au niveau de la bourgeoisie, au niveau des élites? Non, l'intégrisme, ce type de repli, c'est surtout au niveau des couches sociales les plus affectées par la mutation néolibérale. Et donc, ça va être en particulier des couches moyennes qui se trouvent paupérisées, comme on dit, c'est-à-dire appauvries, qui font face à une perte de sécurité. Ça va de la sécurité de l'emploi à la sécurité dans tous les sens du terme. Et tout cela va favoriser, chez une frange de la population, c'est pas tout le monde, mais enfin bon, va favoriser un refuge dans le religieux, et parfois dans le religieux dans un sens intégriste. Vous rappelez d'ailleurs qu'à ce moment-là, dans le monde arabe, fleurissent aussi le nationalisme arabe et parfois le communisme. En tout cas, il y a ces tensions-là. Et donc, vous rappelez que l'Occident a pu aussi essayer de soutenir un peu l'intégrisme contre ça. Ah oui, mais ça, c'est avant la grande montée, mais ça prépare le terrain. Ce qui s'est passé, et qu'il ne faut jamais oublier quand on parle aujourd'hui, quand on se demande, tiens, pourquoi un certain type d'intégrisme est plus présent dans l'islam que dans les autres religions, hein. Eh bien, ce n'est pas séparable du fait que, vous avez l'État saoudien qui est une monarchie intégriste, bon, même si aujourd'hui ça change de ce point de vue-là avec le prince héritier, qui est en train de bouleverser les choses. Mais pendant son siècle d'existence, ce royaume est un royaume fondé sur l'intégrisme islamique et dans une interprétation très rigoriste, très réactionnaire. Et quand ce royaume s'empare des lieux saints de l'islam, par la force, hein, c'est une guerre d'expansion qui aboutit à la création du royaume dans ses frontières actuelles, eh bien, vous avez donc la naissance d'un État intégriste, le seul au monde à l'époque, qui, en plus, contrôle les lieux saints de l'islam et qui, par la suite, doit se retrouver très riche parce que, avec la découverte des hydrocarbures, Donc, il y a ça d'une part. Et puis, il y a d'autre part le fait que, précisément à cause de cette richesse, d'une part, et aussi parce que pour contrer la montée des nationalismes contre la domination occidentale
dans toute cette partie du monde, eh bien, les États-Unis ont joué ce facteur, ont joué la carte religieuse, ont joué la carte de l'intégrisme. Hein, vous avez donc des décennies, dans les années 50, les années 60, les années 70, où les États-Unis collaborent avec le royaume saoudien dans la diffusion de l'intégrisme islamique en tant que qu'arme idéologique contre le nationalisme arabe, contre le nationalisme pakistanais et autres, les nationalismes de gauche, et contre, bien sûr, l'Union soviétique et le communisme. Et donc, les États-Unis ont vraiment préparé le terrain à ce qui va se retourner contre eux. Ça culmine d'ailleurs avec la guerre d'Afghanistan. En Afghanistan, les États-Unis vont soutenir les intégristes, que sont les factions qui luttent contre l'occupation soviétique, ce qui va donner d'ailleurs les talibans par la suite. Bon, et ils vont les soutenir donc contre cette occupation soviétique. Et c'est de l'Afghanistan que va venir la première forme de retour de bâton violent contre les États-Unis, qu'est Al-Qaïda. Al-Qaïda s'est formé là-bas, a collaboré avec les États-Unis, ainsi que la dictature pakistanaise et le royaume saoudien. Mais ensuite, cette organisation va se retourner contre les États-Unis et ça va donner le 11 septembre. Je vous propose qu'on parle maintenant de Gaza, puisque déjà en 2009, vous alertiez sur les massacres qui étaient à l'époque déjà de plus en plus nombreux et étendus à Gaza. Comment est-ce que vous analysez l'ampleur de la crise depuis le 7 octobre ? Ah, c'est une crise effroyable. Hein. Cette guerre génocidaire que mène Israël, avec la complicité, et une complicité qui est devenue un peu une gêne, il faut dire, du côté occidental, en particulier avec la participation directe des États-Unis, eh bien, c'est un moment fort, je crois, c'est un tournant de l'histoire mondiale, parce que, à mon sens, cette guerre met fin à la prétention libérale de cette alliance atlantique telle qu'elle s'est formée. Cette prétention libérale qui était exprimée en 1945, mais qui est bafouée ensuite sous prétexte de guerre froide, qui est réaffirmée en 1990, on l'a dit, le nouvel ordre mondial, et puis vite bafoué au nom de la guerre contre le terrorisme, n'est-ce pas? Ça aussi, ça avait bon dos. Et puis aujourd'hui, c'en est fini, parce qu'on retrouve un retour en force de cette prétention libérale avec Biden, Joe Biden, qui essaye de présenter de nouveau une sorte de version réactualisée de l'opposition entre monde libre et dictature, de manière d'ailleurs très peu convaincante, avec plein de contradictions. Et alors, il y a l'Ukraine et les États-Unis qui se projettent, n'est-ce pas, là encore, en défenseurs du droit international contre la Russie qui le bafoue. Et puis voilà Gaza qui met à nu, si vous voulez, toutes ces prétentions qui montrent à quel point elles sont mensongères. Et donc, de ce point de vue, c'est la fin de toute cette prétention idéologique. Je crois qu'elle est morte à jamais. Elle ne pourra pas être ressuscitée. Il n'y a plus aucune crédibilité à la prétention occidentale devant cet énorme deux poids, deux mesures qu'a été cette juxtaposition de l'Ukraine et de Gaza. J'ai découvert en vous lisant deux tactiques militaires israéliennes assez effroyables, celle du ciblage en chaîne et celle de la doctrine d'Aya. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ça, c'est une doctrine qui a émergé du côté israélien depuis la guerre menée contre le Liban en 2006, contre le Hezbollah au Liban. Bon. Mais c'était une guerre durant laquelle Israël a très délibérément détruit des zones entières dans les régions contrôlées par le Hezbollah, et en particulier dans la banlieue sud de Beyrouth, qu'au Liban on appelle la Dahiya, ça veut dire la banlieue, mais c'est la banlieue sud qui est visée. Et donc une doctrine est née qui est connue par référence à cela,
et qui consiste à, eh bien, à dire, bon, il nous faut cibler, enfin, il nous faut réagir de manière disproportionnée, c'est dit comme cela dans le texte, hein, disproportionnée, et viser l'environnement de l'ennemi, et ça doit être l'objectif prioritaire, même par rapport à ses moyens militaires. Donc, si vous voulez, c'est une doctrine qui est en violation du droit international de la manière la plus flagrante, puisqu'elle appelle, un, à la disproportionnalité, c'est déjà contradictoire au droit de la guerre, hein, au droit international, et deux, à prendre les civils pour objectif. Hein, c'est-à-dire les prendre un peu en otage, si vous voulez, de ces organisations. On entend beaucoup Israël expliquer ce qu'il fait par le fait que, dans le cas de la guerre de Gaza, le Hamas se réfugie parmi les populations civiles, mais ce discours est en fait une justification du fait de prendre les régions civiles comme cible, n'est-ce pas, et avec le résultat que l'on sait. Et le ciblage en chaîne, c'est quoi justement? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler, mais on ne comprend pas que c'est une vraie stratégie en fait. Tout cela est inscrit, si vous voulez, déjà dès le départ, dans le début de cette guerre, à la suite du 7 octobre, quand Israël annonce l'objectif d'éradiquer le Hamas. Alors d'abord, on va noter, le Hamas est une organisation de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de membres, qui a en fait géré ce territoire, Gaza, depuis 2007, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de petit appareil d'État sur ce territoire. Et le Hamas, comme beaucoup d'organisations, a une aile civile et une aile militaire. Et l'aile militaire s'appelle les brigades Azz-e-Din al-Qassam. Et c'est cette aile militaire qui fait les opérations. Bon. Donc, il n'y a pas de distinction entre aile militaire et aile civile. Donc, on est déjà dans cette absence de démarquage entre civils et combattants. Et puis, on s'assigne le but d'éradiquer le Hamas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer un nombre absolument effroyable de personnes dans un milieu social où il est impossible de faire la distinction, ne serait-ce que par son exiguïté géographique, entre civils et militaires. Et alors ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple par l'utilisation intensive des bombes d'une tonne, qui sont d'énormes bombes, qui ont un effet explosif absolument considérable, que l'armée américaine elle-même, parce que ce sont des bombes américaines, l'armée américaine elle-même s'interdit d'utiliser en zone densément peuplée. Donc ce sont des bombes qui sont censées être utilisées en terrain découvert, vous voyez. Bon. Or, Israël les a utilisées intensivement contre cette région, cette bande de Gaza, cette enclave, qui a une des densités de population les plus élevées du monde. Bon. Et donc, c'est ce à quoi on assiste est très typiquement génocidaire, et je crois que le fait d'essayer de contester cette appellation ne tient pas debout une seconde, parce que c'est une fraction importante de la population qui est déjà tuée. Et l'intentionnalité, mais elle est évidente. Elle est évidente dans le choix des armes, dans l'intensité des bombardements, dans l'utilisation de la faim, c'est-à-dire dans le fait d'affamer la population et de la priver de moyens médicaux de survie. Ce qui fait que, selon un journal britannique médical, The Lancet, le nombre de morts estimés comme résultant de cette guerre est de 180 000. Ça comprend les victimes directes et les victimes indirectes. Comment est-ce que, de l'autre côté, vous analysez l'usage de la violence par le Hamas, en particulier évidemment le 7 octobre? C'est une violence qui ne s'inscrit pas, comme on a voulu beaucoup le dire, y compris Emmanuel Macron ici, qui a utilisé cette formule, le pire massacre antisémite depuis la Shoah, c'est essayer de placer le 7 octobre dans une continuité historique
avec le nazisme. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Parce que, eh bien, les rapports de force entre ceux qui ont fait le 7 octobre et la population qu'ils ont attaquée ne sont pas exactement les mêmes que les rapports de force entre les nazis et les juifs d'Europe. Enfin, c'est absurde comme comparaison. Et s'il y a une continuité à établir, et qui est évidente, c'est avec les luttes coloniales, les luttes anticoloniales. Dans l'histoire du colonialisme, on a vu plus d'une fois aussi des réactions des colonisés qui parfois peuvent être très violentes et meurtrières. Il y en a même eu en Algérie. Il y a un épisode important qui ressemble beaucoup au 7 octobre, en Angola, hein, en 1961, où vous avez eu une organisation angolaise qui a franchi les frontières et a perpétré un massacre de blancs portugais, qui était effroyable, à la machette et tout cela. Parce que tout ça, on est dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, oui, la barbarie dont on parlait tout à l'heure. Voilà, mais on est là encore dans des barbaries réactives. Des barbaries réactives, c'est des barbaries du faible. Hein. Comme on disait souvent que le terrorisme est l'arme du faible, oui, enfin, ça ne veut pas dire que le fort n'est pas terroriste. Le fort est terroriste, mais on n'appelle pas ça terrorisme. Mais ce que fait Israël en tuant des dizaines de milliers de civils, dont 70% de femmes et d'enfants, selon les dernières estimations de l'ONU, qu'est-ce que c'est que cela? Ce n'est pas du terrorisme? Bien sûr que c'est du terrorisme. Le terrorisme étatique est bien pire que le terrorisme des organisations. Parce qu'au final, ces actions de Hamas se sont retournées contre la population palestinienne. En fait, ce n'est pas une bonne stratégie du tout. Enfin, c'est horrible. Ça, c'est certain. C'est certain. Mais je veux dire, pour comprendre ce qui se passe, il faut quand même comprendre l'état dans lequel vivent cette population, enfin, ces Gazaouis, hein, qui sont depuis tant d'années dans une sorte de camp d'internement à ciel ouvert et qui subissent périodiquement des assauts israéliens, parfois en représailles à des tirs de roquettes, mais des tirs de roquettes qui font un effet moustique hein, sur Israël par rapport à des représailles qui sont bien plus violentes et bien plus meurtrières. Bon, à mon sens, c'est une opération, le 7 octobre, qui est fondée sur une massive erreur de calcul, enfin sur un mauvais calcul massif. C'est ne pas, enfin, quel que soit ce qu'ils essayaient d'obtenir sur le plan politique, ne pas réaliser qu'ils ont en face le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, ne pas comprendre qu'ils avaient affaire à un gouvernement qui, en plus, qui est composé de personnes qui étaient toutes opposées au retrait israélien de la bande de Gaza en 2005, et qui donc saisirait l'occasion pour réoccuper Gaza. Bon, et réoccuper Gaza, ça va se faire cette fois-ci parce que l'armée israélienne ne prend plus de risques, donc elle détruit et aplatit tout, notamment parce que envahir une zone urbaine, à moins que vous l'aplatissiez, ça a un coût considérable, parce que il est facile de se cacher dans les zones urbaines, de mener une guérilla urbaine. Donc, il était, à mon sens, évident, puisque, comme vous avez dit, ça fait des années que je dis qu'on court à la catastrophe et il va se passer quelque chose de terrible à Gaza, eh bien, c'était facilement, je dirais, prévisible. Et cette opération, de ce point de vue-là, a eu un effet catastrophique, comme on peut le voir, ça c'est certain. Pourquoi est-ce que les leaders arabes ne soutiennent pas plus les Palestiniens et pourquoi leur population ne réagit pas plus contre ces leaders arabes, puisque quand même il y a une certaine solidarité des populations en général arabes avec les Palestiniens? Alors d'abord, les régimes de la région ont peu de choses à voir avec les populations. Hein. On ne peut même pas dire qu'ils reflètent l'état des populations, puisqu'il n'y a pas de démocratie. Ce ne sont pas des gouvernements élus. Hein. Donc, ces gouvernements aujourd'hui, en tout cas une bonne partie de ces gouvernements, ont plus d'attaches avec l'État d'Israël, en même temps d'ailleurs que leurs attaches avec les États-Unis, qui n'en ont avec la population palestinienne.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le royaume saoudien verse des larmes de crocodile sur ce qui se passe à Gaza, mais c'est de l'hypocrisie pure. Il aurait suffi de, s'ils voulaient vraiment aider les Gazaouis, eh bien, de faire comme ils avaient fait en 1973, c'est-à-dire décréter un boycott pétrolier, hein, un embargo pétrolier, si vous voulez, sur tous les États qui soutiennent la guerre menée par Israël. Et je peux vous dire, ça aurait eu des conséquences absolument importantes. Hein. Mais bon, ils n'ont rien fait tout cela. On est dans le règne de l'hypocrisie et ils s'apprêtent, à la première occasion, eh bien, à établir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Et pourquoi la population ne réagit pas alors contre ces dirigeants? Ben, les populations de la région ont été... prenez le cas de l'Égypte, où le facteur solidarité Palestine a joué un rôle important dans la marche vers le soulèvement, hein, ce qu'on appelait le printemps arabe, le soulèvement de 2011. Bon. C'est une population qui a, en plus, par rapport à Gaza, parce que Gaza a été longtemps régi par l'Égypte, jusqu'en 1967, donc il y a des liens particuliers. Donc c'est une population qui a beaucoup d'empathie avec les Gazaouis, mais elle n'ose pas s'exprimer. Hein. Il y a eu un peu aujourd'hui, si vous êtes arrêté en train de manifester au Caire, vous vous retrouvez en prison, parfois pour des années, sans aucune forme de procès. C'est une dictature qui exerce une sorte de terrorisme étatique. Alors je peux en dire autant qui va oser, n'est-ce pas, se manifester dans le royaume saoudien. Là, vous risquez votre tête au sens littéral du terme, parce qu'on décapite. Hein, ou ailleurs. Donc, bon, alors, il y a des exceptions où vous avez des régimes un peu plus, comment dire, plus futés dans leur façon de procéder, qui permettent des manifestations, mais sous contrôle. C'est le cas du Maroc, bien que la monarchie marocaine ait établi des liens avec l'État d'Israël. Mais enfin, tout cela se fait sous contrôle. Donc on est dans une région où l'expression pacifique et normale des sentiments et des idées politiques n'est pas possible. Et c'est pour ça que ça va prendre encore la forme de soulèvement, hein, d'explosion de colère. Et je peux dire que ce qui se passe à Gaza est en train d'aggraver considérablement la colère dans cette partie du monde qui est alimentée par une situation socio-économique en détérioration permanente, hein, et tout cela va exploser encore et encore et aboutir à de nouvelles tragédies. Et ce sont des tragédies, il faut bien garder cela à l'esprit, qui, n'est-ce pas, débordent en permanence de la région vers l'Europe et parfois vers les États-Unis, mais vers l'Europe. Et le fait que les dirigeants européens regardent tout cela, hein, en donnant même l'impression d'avaliser ce que fait l'État d'Israël, c'est d'une myopie politique et d'un manque de discernement par rapport, y compris à l'intérêt des populations européennes et de l'intérêt de l'Europe en général, qui pour moi, est tout à fait sidérant. Et comme vous en parliez tout à l'heure, comment ça se fait qu'ils aient réussi à prendre des milliers de sanctions en 2002 pour soutenir l'Ukraine, en 2022 pour soutenir l'Ukraine, et qu'ils n'en ont pas pris une contre Israël qui serait beaucoup plus efficace que ce qui n'a pas marché, évidemment, avec la Russie, parce qu'elle est trop grande? Mais bien sûr, mais c'est toute la chose. C'est tout le monde sait, je crois, que les États-Unis sont le seul État au monde qui est capable vraiment d'imposer à l'État d'Israël un certain type de comportement. Et donc, eh bien, les États-Unis, contrairement à ce que vous venez de dire, ont en fait été partie prenante de la guerre de Gaza. En armant Israël, en établissant un pont aérien et un pont maritime, enfin, par voie maritime, de livraison de munitions, d'armement à Israël. Donc, toutes ces bombes qui ont été larguées sur Gaza viennent en partie, les plus destructrices viennent des États-Unis, en finançant l'effort de guerre israélien et
en le soutenant politiquement au point même de s'opposer aux appels au cessez-le-feu pendant plusieurs mois. Pendant les 6 mois, les États-Unis se sont opposés à tout appel au cessez-le-feu. Donc, c'est la première guerre, je l'ai qualifiée ainsi, dans un article publié par Le Monde diplomatique, la première guerre conjointe des États-Unis et d'Israël, parce que c'est vraiment la première des guerres israéliennes dont les États-Unis partagent complètement et les objectifs et le déroulement, enfin contribuent au déroulement de manière pleine. Et alors, vous voyez, récemment, donc à partir à partir du printemps dernier, eh bien, les États-Unis, la campagne Biden a commencé à voir que cette attitude sur Gaza créait des problèmes pour la campagne du Parti démocrate, pour la campagne présidentielle et les campagnes électorales autres, et donc a commencé très timidement à appeler, à proposer des cessez-le-feu. Bon, il était clair que c'était la partie israélienne, c'était Netanyahou qui bloquait, et pourtant, Anthony Blinken a joué à l'hypocrite en chef en blâmant tout le temps le Hamas. Mais comment on en est arrivé là, dans cette relation entre les États-Unis et Israël? Comment a évolué cette relation stratégique? Pourquoi les États-Unis en arrivent à un tel unilatéralisme dans cette région qui finalement, il s'allie à un petit État de quelques millions d'habitants dans un environnement où il y a 1 milliard de... Enfin, je veux dire, en termes stratégiques même pour les États-Unis, pourquoi pas avoir une relation, une politique plus équilibrée comme ils avaient dans les années 70, sans pour autant laisser tomber Israël, mais enfin, on peut avoir un équilibre. Là, on se rend compte qu'on a un fanatisme vraiment dans le soutien. Pourquoi? Le soutien et l'alliance stratégique, si vous voulez, entre les États-Unis et Israël, elle n'est pas une donnée de départ, contrairement à ce que l'on pense. Pendant presque les 20 premières années de l'État d'Israël, un peu moins que 20, ce n'étaient pas les États-Unis qui étaient les principaux soutiens de l'État d'Israël. Moi, je suis assez âgé pour me rappeler de la guerre de 1967, la fameuse guerre des 6 jours. Eh bien, j'étais dans mon lycée à l'époque, mais les avions israéliens, ce n'étaient pas des F quelque chose, c'était des Mirages. C'était la France, qui d'ailleurs aussi est à l'origine ce qui est devenu la puissance nucléaire israélienne, et l'Allemagne. L'Allemagne était l'Allemagne occidentale, bien sûr, le principal bailleur de fonds et fournisseur d'armes de l'État d'Israël durant toutes ces premières années. La chose change dans les années 60, quand les États-Unis perdent du terrain dans le monde arabe face à la montée d'un nationalisme de gauche qu'incarne Nasser, le président égyptien de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se retourner vers Israël et va se nouer cette relation stratégique entre les deux pays. Donc les États-Unis voient en Israël un allié qui a une force de frappe militaire démontrée dans la guerre des 6 jours en 67, n'est-ce pas, qui est très précieuse pour les intérêts des États-Unis dans la région, qui sont représentés par les monarchies pétrolières. Et bon, hein, ce sont de gros intérêts, très gros intérêts, des intérêts stratégiques. Et c'est ça la raison fondamentale de cette alliance. Bon. Alors après, vous avez des degrés dans l'alliance. Par exemple, Obama avait ce type de compréhension que vous dites, c'est-à-dire prenez en compte le fait qu'il y a quand même un intérêt des États-Unis dans toute cette partie du monde. Il ne faut pas que les États-Unis apparaissent comme unilatéralement intéressés par Israël. Et puis, vous avez l'inverse. Trump, mais Biden aussi, sont les 2 présidents les plus pro-israéliens de l'histoire des États-Unis. Et c'est une coïncidence historique, si vous voulez que ça se retrouve, mais Biden est le premier président de l'histoire des États-Unis à se déclarer sioniste. Et il a fait plusieurs fois cette déclaration au moment où il est président, et à la Maison-Blanche même, hein, je ne veux pas dire auparavant. Et puis Trump, n'en parlons pas. On vient de voir qui il a choisi comme ambassadeur
des États-Unis en Israël, c'est quelqu'un qui est à la droite de Netanyahou. Et pour vous, quels sont les scénarios pour l'avenir de Gaza? Les scénarios, qui existent hein, sur le terrain, on ne parle pas d'utopie ou bon. Eh bien, on est entre, si vous voulez, deux possibilités aujourd'hui, surtout avec l'élection de Trump, qui les deux sont catastrophiques. L'une, ça serait le moins pire, hein, le moins pire, mais on est déjà très largement dans le pire. Eh bien, c'est une sorte de soi-disant État-corruption palestinien sur des parties de Gaza et de la Cisjordanie, le reste étant annexé par Israël, et puis on ferait mine semblant de proposer aux Palestiniens quelques kilomètres carrés dans le désert du Negev. Hein, c'est vraiment d'une sorte de cynisme absolu, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le plan qui avait été élaboré par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, durant le premier mandat de Trump. Ça, et puis l'annexion pure et simple de la Cisjordanie et de Gaza dans leur intégralité. Le nouvel ambassadeur de Trump est un partisan de cela, n'est-ce pas? Et ce qui voudrait dire, et pourrait s'accompagner d'une expulsion de la majorité des populations de ces deux territoires. Donc on est dans tous les cas, on est dans des scénarios, enfin le premier d'ailleurs ne marchera pas et serait une sorte d'antichambre du second. Eh bien, on est dans tous les cas dans une situation absolument catastrophique. Si on en vient à Israël, contrairement aux mobilisations massives qu'il y avait eu en 82, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de réaction de la population, qui a l'air plutôt même de soutenir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la gauche israélienne s'est convertie au bellicisme? Alors, la gauche israélienne, entendons-nous, c'est quoi la gauche israélienne? Bon, si l'on parle du Parti travailliste, ce qui est un peu généralement défini comme faisant partie de la gauche, d'abord, il n'est plus que l'ombre de lui-même, et ensuite, c'est un parti qui, du point de vue de la question clé, qui est la question coloniale, est à fond du côté colonial, et non pas, il n'a absolument aucune dimension anticoloniale. Donc, c'est normal qu'il s'inscrive dans ce consensus belliciste qu'il a emporté en Israël. Il y a, heureusement, surtout une partie de jeunes Israéliens qui sont anti-guerre et vraiment contre tout cela, hein, qui dénoncent tout cela et qui disent pas bon, mais c'est une petite minorité aujourd'hui. Alors, il y a eu un glissement à droite, tout simplement, de la société israélienne, qui est très clair pour quiconque étudie un peu cette population sur le plan du déroulement de l'histoire. Pour la première fois, en 1977, le Likoud, qui est cette aile du mouvement sioniste que les travaillistes appelaient fasciste, eh bien, l'emporte aux élections en 77. Et depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, donc 47 ans, le Likoud a été au pouvoir pendant 34 ans. Donc il est devenu le principal parti, le parti dominant de l'État d'Israël. Et je parle d'un parti d'extrême droite. Et puis il y a, bien sûr, par rapport à l'événement, le 7 octobre, un des gros, si vous voulez, problèmes, si l'on peut dire, de cette opération catastrophique qui est le 7 octobre, c'est que au lieu de contribuer à scinder la société israélienne, qui est ce que devrait faire toute stratégie intelligente du côté palestinien, eh bien, elle a réunifié au moment où, d'ailleurs, un moment où il y avait déjà des tensions fortes dans la société israélienne autour de Netanyahou et tout cela, eh bien, tout cela a été dépassé et on a eu la naissance de ce 80% de soutien à la guerre en cours qui est effrayant.
Oui, mais il y a des conséquences à tout ça. Il y a quelques mois, on a reçu ici Sylvain Sipel pour son livre Israël contre les Juifs. Et vraiment, je vous recommande très fortement cette interview. Si vous ne l'avez pas vue, on vous la met en lien. Est-ce que vous pensez, comme lui, que Israël met les Juifs du monde en danger par ses actions? Ah ben c'est évident. C'est évident, si vous voulez. Le sionisme s'est justifié en tant que, enfin, en se donnant comme objectif la création d'une sorte de havre de sécurité pour les Juifs du monde, n'est-ce pas? Or, c'est bon, je crois que les Juifs sont aujourd'hui bien plus en sécurité, bon, en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, qu'ils ne le sont dans l'État d'Israël. Ça me semble assez évident, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, l'État d'Israël, par ses actions, eh bien, crée de telles haines à l'échelle mondiale que cela met en danger, parce que l'État d'Israël se projette et se prétend représentant de l'ensemble des Juifs du monde, eh bien, tout cela, vraiment, Sylvain Sipel a tout à fait raison de le dire, cela met en danger les Juifs du monde entier, ça c'est certain. Comment expliquez-vous que presque partout en Occident, les descendants politiques des pires antisémites de l'histoire soient devenus de fervents supporters d'Israël et de son soutien inconditionnel, que ce soit du Rassemblement national en France, à Milei en Argentine, Meloni en Italie, Wilders aux Pays-Bas? Pourquoi il y a cette espèce d'international, plus que de l'extrême droite, parfois ils vont comme très loin, ces gens-là, pour soutenir Israël? Bien, parce que déjà, Israël est à la pointe de l'extrême droite. Le pionnier de cette forme de néofascisme qui est, si vous voulez, qui reprend l'idéologie du fascisme mais dans un contexte qui se prétend démocratique, n'est-ce pas? C'est Netanyahou. Il est devenu un peu le role model, comme on dit, hein, le modèle de tout cela. Et il a précédé ces gens-là. Et puis, sa durabilité au pouvoir, montrait un succès certain de ce point de vue-là. Et il a lui-même tendu la perche à tous ces antisémites, selon une logique que l'on retrouve dans l'origine même du sionisme, même dans l'ouvrage fondateur du sionisme qui s'appelle L'État des Juifs de Theodor Herzl. L'idée est très forte, l'idée du fait qu'il y a une sorte d'alliance objective entre les sionistes et les antisémites, puisque les antisémites permettent d'alimenter le départ des Juifs vers l'État sioniste. Et Netanyahou, bon, en plus, vous avez les affinités idéologiques et tout, donc se retrouve plutôt avec tous les gens que vous avez cités, et leur permet aussi, il leur offre cette possibilité de se laver de cet antisémitisme qui est chez eux traditionnel, pour se retrouver avec lui sur le terrain de ce qui est la principale forme de racisme aujourd'hui, de ce néofascisme à l'échelle mondiale, et notamment en Europe et aux États-Unis, enfin en Occident, qui est l'islamophobie. Hein. Donc, ils vont se retrouver sur ce terrain-là, et ça va vous donner aussi des choses comme cette résolution récente du Bundestag avec l'AfD, donc l'extrême droite dont les racines intellectuelles et idéologiques remontent au nazisme, n'est-ce pas, en Allemagne, hein, où vous avez une résolution du Parlement allemand qui, contre l'antisémitisme, et qui dit noir sur blanc que l'antisémitisme, il est dans les populations immigrées en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. C'est flagrant, si vous voulez, au nom de la condamnation de l'antisémitisme, on avalise un discours raciste, xénophobe, contre les principales cibles aujourd'hui du racisme, que sont les populations venant des pays à majorité musulmane. Dans ce contexte, comment vous jugez les accusations d'antisémitisme qui fleurissent pour étouffer toute critique des massacres? Ce n'est pas nouveau. Cela fait longtemps que, eh bien, à chaque fois que
que l'État d'Israël a senti son image se détériorer à l'échelle mondiale. Il a instrumentalisé la Shoah et il a qualifié d'antisémite ses critiques. Ce n'est pas nouveau. Et bon, c'est comme, si vous voulez, quand en 1982, l'invasion de mon pays, le Liban, hein, Begin, donc chef du Likoud, hein, qui explique, alors qu'il fait le siège de Beyrouth, qui répond à Reagan d'ailleurs, qu'il est en train de combattre Hitler dans son bunker. Alors, écoutez, il faut parler d'Arafat. Bon, ce sont des analogies qui tiennent pas debout, évidemment, mais dont comment dire, le but est transparent. Alors justement, vous êtes libanais, votre pays est actuellement sous les bombes israéliennes, dans un mauvais remake de la guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah en 2006. Comment est-ce que vous vivez ça? Ben, terriblement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout à fait affreux de voir eh bien, son pays détruit de la sorte et les populations déplacées tout à fait massivement. Hein. C'est quoi ça? On approche du tiers de la population, hein, enfin, bon, qui se trouve déplacée et dans des conditions très, très difficiles. Et bon, le pays est pris dans un engrenage entre Israël et l'Iran. Hein, il est devenu une sorte de théâtre d'affrontement entre ces deux pays. Et Et comment vous jugez la réaction de la France quand on connaît les relations qu'il y a entre nos deux pays? bah, disons que la France, sur la question libanaise, a une attitude bon, assez, comment dire, vraiment de recherche de la pacification et de conciliation. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, maintient un rapport avec le Hezbollah, bien que qualifié de terroriste par l'Union européenne, et bien sûr avec toutes les autres parties. Sauf que, malgré les prétentions d'Emmanuel Macron, la France ne pèse pas lourd. Hein, ce sont les États-Unis. Bon, il y a deux pays qui pèsent lourd au Liban, ce sont les États-Unis et l'Iran. Le reste a très peu d'influence. Et c'est quoi le Hezbollah et quel rôle il joue au Liban? Le Hezbollah, c'est une organisation, si vous voulez, qui a deux faces, si vous voulez. Hein. Une face qui est le fait d'être né en réaction à l'occupation du Liban par Israël en 1982. Donc, c'est une organisation de résistance contre l'occupation du pays. Et puis, l'autre face, c'est une organisation qui est liée à l'État iranien, qui est idéologiquement, organisationnellement, financièrement et militairement étroitement dépendante de Téhéran. Et donc, vous avez cette double nature d'une organisation qui, d'une part, une organisation de résistance, mais d'autre part, une sorte de branche avancée de la force de projection extérieure iranienne. Qui a fait des choix stratégiques assez malheureux, a priori, depuis quelques mois? Ben, enfin, le choix, bon, ça aussi c'est l'Iran, hein. C'est-à-dire quand vous avez eu le 7 octobre, avec un appel direct du Hamas à l'Iran pour entrer en guerre à ses côtés, l'Iran a donné un feu vert à ses alliés régionaux pour des interventions limitées. Et donc pour le Hezbollah, ça a été cet échange pendant presque un an, un peu moins d'un an, échange de tirs avec Israël, mais limité à quelques kilomètres de part et d'autre de la frontière. Hein, c'est une sorte de bon. Sauf que en septembre, Israël ayant terminé le gros des opérations à Gaza, se retourne contre le Liban. Et alors, bon,
c'est une offensive qui commence de manière spectaculaire avec l'explosion des beepers et tout cela. Bon. Donc, il est clair que Israël, maintenant, va s'acharner sur le Hezbollah. À ce moment-là, vous avez la France qui pousse les États-Unis avec elle à proposer un cessez-le-feu de 21 jours. Je crois que c'est une perche que le Hezbollah, normalement, aurait dû saisir pour arrêter l'offensive en cours. Malheureusement, le Hezbollah ne décide pas seul. Il y a l'Iran derrière et l'Iran ne veut pas que le Hezbollah sorte du combat, de la mêlée actuelle, parce que l'Iran sait que, enfin, il y a la confrontation en cours entre Israël et l'Iran veut pouvoir disposer de du Hezbollah, entre autres, comme auxiliaire dans une confrontation avec Israël. Dans votre livre « Symptômes morbides », vous analysez les suites du printemps arabe de 2011, comme on voit, qui s'est rapidement transformé, tristement, en un hiver arabe, comme ça a été appelé. Pourquoi toutes ces révolutions n'ont pas réussi à imposer des régimes plus démocratiques, comme en 89 en Europe de l'Est, quand tout d'un coup tous les pays ont fait tomber le communisme et sont rentrés dans des systèmes beaucoup plus démocratiques? Oui, enfin, il y a eu quand même une exception de 10 ans en Tunisie, où vous avez eu vraiment 10 années de fonctionnement démocratique, beaucoup plus démocratique que la norme dans la région. C'est terminé aujourd'hui, malheureusement. Bien, pourquoi tout cela? Bien, parce qu'il n'y a pas émergé d'alternatives, de solutions de rechange progressistes qui puissent combiner changement démocratique et changement socio-économique. Parce que le fond du problème, il est là. Et la Tunisie, c'est la meilleure illustration de ce que je n'ai pas arrêté de dire. C'est-à-dire que le problème n'est pas résolu par une transformation des institutions dans un sens démocratique si la question socio-économique n'est pas réglée. Et que donc, il était évident pour moi que la Tunisie n'allait pas tenir, que les tensions sociales étaient telles que tôt ou tard, cette expérience démocratique allait se terminer. Là, quand vous faites le lien avec 1989 dans l'Europe de l'Est, vous expliquez que ce n'étaient pas les mêmes types d'États. Oui. Pourquoi? C'était quoi les différences? Et pourquoi donc c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer ces États arabes? Évidemment, parce que ce qui s'est passé en Europe de l'Est, c'est que vous aviez des régimes dominés par des bureaucraties donc qui n'ont pas de propriété directe sur même leurs charges et sur l'État, et qui sont donc beaucoup moins disposés à défendre avec acharnement leurs privilèges que des classes possédantes. Et alors, dans le monde arabe, non seulement vous avez des classes possédantes, mais vous avez même un certain nombre de régimes que j'appelle des États patrimoniaux, où vous avez une appropriation privée, si l'on peut dire, de l'État. C'est-à-dire vous avez une famille régnante ou une famille gouvernante, peu importe, qui considère l'État comme sa propriété privée, les appareils militaires comme sa garde prétorienne, comme sa milice privée, et qui donc, là, dans ces cas-là, ce sont des gens qui sortent pas de la scène pacifiquement. Donc, l'idée de pouvoir les renverser pacifiquement est malheureusement très illusoire. Et donc, d'où un certain nombre de guerres civiles. Et bon, il faudra que puisse émerger une nouvelle génération avec l'intelligence politique qu'il faut pour pouvoir paralyser un peu ces appareils d'État, ces forces armées, par un travail dans leur intérieur même, et avec la construction d'une hégémonie au sens politique et social qui permettent de renverser des choses avec le moins de dégâts, mais il y en aura toujours, et construire autre chose. Mais bon, on n'en est pas, malheureusement, on n'en voit pas encore le début, quoi. Enfin, il y a eu quand même l'expérience soudanaise qui est plus avancée que d'autres.
Alors, vous avez coécrit, je l'avais dit au début de cet entretien en 2007, La poudrière du Moyen-Orient avec Noam Chomsky, pour qui j'ai envie d'avoir une pensée parce qu'il va vraiment pas très bien actuellement. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans l'interview qu'il nous a accordée à nous et Lucide quand on a lancé le site, parce qu'il nous a vraiment soutenus, donc je veux vraiment le remercier. Vous discutez ensemble du rôle du pétrole et du gaz dans la déstabilisation du Moyen-Orient. Ce sujet semble avoir vraiment disparu du radar médiatique. On en parle très peu depuis pas mal d'années. Est-ce qu'il continue à être aussi prégnant dans la région? Ben, certainement. Si vous voulez, pourquoi tout cet intérêt pour cette partie du monde? C'est d'abord et avant tout à cause du pétrole et de l'argent du pétrole. Comme j'ai expliqué dans mon livre sur les soulèvements arabes, dont le titre est Le peuple veut, qui est paru en 2013, vous avez cette situation particulière, hein, où l'Occident a le pétrole et l'argent du pétrole, hein, le beurre et l'argent du beurre. On dit en général qu'on ne peut pas avoir les deux. Eh bien, si, là, vous avez le cas où, bon, vous avez le pétrole, et puis l'argent du pétrole revient chez vous, hein, sous la forme d'investissements, de placements et d'autres. Et donc, c'est un intérêt considérable. Regardez Trump, son amitié pour les monarchies pétrolières. C'est pas une amitié désintéressée, n'est-ce pas? Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des amitiés désintéressées du côté de Donald Trump. Donc les choses sont très, très évidentes. Et puis, bien, le comportement de l'Europe, y compris, c'est vraiment honteux et scandaleux de voir eh bien, ce deux poids, deux mesures, la façon dont on fait des salam alek au royaume saoudien, vu ses moyens financiers, au moment où il était, bon, enfin, jusqu'à récemment, bien pire sur le plan du statut des femmes et de la possibilité d'expression que l'Iran, alors que l'Iran est démonisé. Donc, vous voyez, bon, hein, tout cela est évidemment lié à des intérêts. Et la grande hypocrisie, c'est de se prétendre pour la démocratie. Quand vous avez eu le coup d'État de Sisi en Égypte, François Hollande s'est dépêché là-bas pour lui vendre des rafales. Pourquoi et comment les leaders nationalistes et laïcs arabes ont disparu, type Nasser? Parce qu'il y a eu une défaite historique de ce nationalisme qui était inséparable des dictatures militaires, puisque son vecteur, c'était les coups d'État, c'était l'armée. C'était donc par ce biais-là que ce nationalisme arabe a agi. Et donc ça crée des situations propices à une dégénérescence despotique, dictatoriale, donc, il a mis fin à ces expériences. Et la relève n'existait pas sur le plan progressiste. Elle n'a pas été en mesure de créer une relève. Et ceux qui ont occupé le terrain laissé vacant par le national-arabe, c'est les intégristes dont on a parlé. Une question sur l'Arabie Saoudite, dont on a déjà un petit peu parlé. Elle devrait bientôt connaître un lourd bouleversement avec le changement de génération royale, puisque le prince héritier, Mohamed Ben Salman, sera le premier petit-fils du fondateur du royaume à prendre le pouvoir, puisque depuis lors, les rois étaient tous les fils, donc c'est un changement de génération. Moi, ce qui va changer, c'est qu'il a 40 ans, donc il va être très jeune, contrairement à chaque fois au roi qui arrivait très, très âgé, donc il va régner très longtemps, alors qu'il a des hobbies particuliers, comme par exemple faire tuer des journalistes et les dissoudre dans l'acide. Je pense bien sûr au pauvre Jamal Khashoggi. Est-ce qu'on doit craindre cette succession? C'est une succession très importante, puisque aussi vous passez de la transmission du pouvoir entre frères à une transmission plus classique de père en fils. Hein. Bon. Et donc c'est un frère, là. Bon, et c'est au détriment des autres frères, bien entendu, que ça se passe, et sans construire un consensus. Bon, le prince héritier est un personnage assez inquiétant parce que il est difficilement prévisible dans ses formes d'action. Il a fait déjà pas mal de choses
qui sont assez catastrophiques. Il joue au despote éclairé au sens où il permet une certaine libéralisation des mœurs, n'est-ce pas? Mais c'est une libéralisation des mœurs qui n'a rien à voir avec une libéralisation politique. Prenez le fait que maintenant il est plus simple à une femme de ne pas être voilée, si vous voulez, au Royaume saoudien, ce qui était impensable auparavant. Mais en même temps, vous avez des féministes qui croupissent en prison. Hein. Bon, c'est cela. Donc c'est quelqu'un qui, à partir de son poste de pouvoir, essaye de créer d'ouvrir un peu la soupape pour la jeunesse saoudienne parce qu'il voit qu'il y a des tensions accumulées, mais c'est dans l'objectif de mieux asseoir son pouvoir qui est plus despotique que celui de ses prédécesseurs. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de l'Iran. Alors, quelle est la situation actuelle en Iran? Que veut le pouvoir iranien, puisqu'il a montré ses dents par une énorme attaque contre Israël, mais qui s'est aussi réfréné après, pour montrer qu'il ne voulait pas non plus une escalade régionale? Le pouvoir iranien se sent assez précaire aujourd'hui par rapport à ce qu'il a pu l'être il y a quelques années. Il a été affaibli par les sanctions économiques imposées par les États-Unis, mais il y a un effet générationnel et qui fait que la nouvelle génération, une grande partie de cette nouvelle génération, refuse ce régime. On l'a vu avec le mouvement autour de Mahsa Amini, hein, des femmes et des jeunes en général, pas femmes et hommes. Et vous avez eu des explosions sociales à répétition depuis 2018 en Iran. Donc le régime sait qu'une partie importante de la population lui est hostile, et donc ça le met dans une situation de précarité, ce qui fait que cette crainte qu'il a par rapport à ce que peut faire l'État d'Israël et surtout à une possible attaque conjointe des États-Unis avec Israël. Donc voilà. Alors le régime iranien s'est construit en opposition aux États-Unis depuis le départ et a compensé sa propre faiblesse militaire par la construction d'un réseau régional en utilisant surtout le facteur confessionnel chiite, et bien en construisant un réseau régional dont la principale composante est le Hezbollah libanais. Voilà. Et donc, il pense que c'est une sorte de bouclier face à ce qui se passe dans la région, mais aujourd'hui, il voit bien que la température monte et il craint fortement, avec l'élection de Donald Trump, qu'il fasse l'objet d'une attaque conjointe des États-Unis et d'Israël. Pour vous, c'est un scénario possible avec la victoire de Trump? Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Netanyahou y croit, en tout cas. Il va pousser à fond dans ce sens. Et pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui se passe à Gaza ou au Liban, Israël n'a pas les moyens, tout seul, je veux dire, même avec ce dont il dispose, qui est offert par les États-Unis, n'a pas les moyens nécessaires pour s'en prendre aux installations nucléaires iraniennes. Il faudrait pour cela un type de bombe que seuls les États-Unis ont et qui est porté par un type de bombardier que seuls les États-Unis ont. Donc, il faudrait une attaque conjointe d'Israël et des États-Unis, ou à la limite des États-Unis seuls, puisque c'est surtout eux qui peuvent faire ce travail-là. Et Trump ayant montré toute son hostilité à l'Iran en ayant déchiré l'accord sur le nucléaire qu'Obama avait négocié, en ayant assassiné Soleimani, un des principaux dirigeants iraniens, hein, du corps de ce qu'on appelle les gardiens de la révolution en Iran. Bon, Netanyahou espère très fortement que ils vont asséner ensemble, ou alors les États-Unis seuls, un coup fort à l'Iran. Bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Bien, j'ai envie de répondre sur le mode philosophique, la fameuse formule
qui a une pierre angulaire de la philosophie. Connais-toi toi-même. Or, je crois que peu de gens se connaissent eux-mêmes. Hein, et c'est un effort important, celui de l'introspection.